Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas si ça fonctionne. On va laisser un petit peu les gens arriver, il est 14h, donc bonjour à tous. On est parti pour un week-end de conférences autour de l'auto-édition, autour du parcours que j'ai pu mener avec Gemae. Comme une autrice en carton, j'ai oublié de sortir un exemplaire, donc je ne pourrai pas vous le montrer à la vidéo. J'irai le chercher à la fin de la prochaine conférence. Ah, merci Alexandra. Donc voilà, on est là pour partager l'expérience de l'auto-édition, pour que les auteurs puissent partager leur expérience, puissent éventuellement donner leur point de vue, expliquer leur parcours, pour que les professionnels aussi qui ont travaillé sur le livre puissent nous expliquer comment ça fonctionne, comment ça se passe, pourquoi toutes ces étapes sont essentielles au fonctionnement, à la bonne fabrication d'un roman. Et puis pour les lecteurs un peu curieux de comprendre ce qui se passe entre le moment où un auteur a terminé d'écrire son roman et le moment où le lecteur obtient le roman entre ses mains. Voilà, donc je vais vous repartager rapidement le programme. Je vais vous afficher le programme, normalement, si ça fonctionne. Bon, sur ma tête, c'est pas grave. Donc aujourd'hui à 14h15, on aura une conférence sur la bêta lecture pour expliciter un petit peu ce qu'est cette bêta lecture qui est indispensable, qu'on destine le roman à l'auto-édition ou alors à l'envoi en maison d'édition. À 15h30, donc il y aura un quart d'heure de pause entre chaque conférence pour que je puisse changer les visuels, envoyer les liens aux intervenants suivants et puis éventuellement répondre à vos questions. À 15h30, on aura une conférence sur la correction pro. Est-ce que c'est indispensable ? Je pense que tout le monde connaît la réponse, mais voilà, on va parler des corrections, un petit peu de ce qui se passe quand on travaille avec une correctrice, de comment on peut trouver une correctrice aussi. À 16h45, on partira en conférence avec 2 illustratrices pour parler de comment on choisit son illustration, comment est-ce que c'est important, quel est l'impact d'une illustration sur la vente des romans. Donc on va parler un petit peu de tout ça. À 18h, on aura la conférence sur faire appel à un graphiste. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que le graphiste peut apporter que l'illustrateur ne peut pas apporter au roman? Et enfin, on clôturera la journée avec, à 19h15, la conférence sur choisir son mode d'impression, parce qu'il existe différents modes d'impression. Et là, on aura différents points de vue. On aura le point de vue d'une éditrice, le point de vue d'une autrice indépendante et mon point de vue qui n'a pas le même que l'autrice indépendante qui va nous rejoindre. Donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pendant les conférences, en dehors des conférences. On y répondra dès que possible. J'y répondrai en commentaire, que ce soit en direct ou en replay. Donc voilà, bienvenue à tous. J'espère qu'on va passer une bonne après-midi tous ensemble. Et voilà. Donc pour bien débuter ce petit week-end, je vous ai réservé un concours parce que, pour ceux qui l'ignorent, je sors mon premier roman en auto-édition le 15 juin. Donc Gemae, un roman de fantasy young adulte. Et j'ai réservé un petit concours à ceux qui sont présents cet après-midi en live et demain après-midi en live. Du coup, je vais vous remettre le lien dans les commentaires. Alors, il faut que je retrouve le lien d'abord. Je vais vous mettre le lien vers le concours dans les commentaires. Donc, c'est un Google Doc à remplir. N'hésitez pas à le remplir. Je tirerai au sort dans la soirée, dans la soirée de demain. Et puis, je contacterai le ou la gagnante en début de semaine prochaine. Il y aura un exemplaire papier dédicacé et une enveloppe de goodies à gagner. Donc, je vous laisse remplir le petit Google Form dès que j'aurai retrouvé le lien, parce que évidemment, je n'ai pas préparé le lien sur le bon ordinateur. Donc, voilà. Et en même temps, j'en profite pour vous rappeler que les précommandes pour Gemae sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Pour l'occasion du week-end de conférence, j'ai prévu d'ajouter un petit badge à chaque précommande qui sera passée ce week-end, en plus de tous les goodies déjà prévus. Donc n'hésitez pas à commander le roman si vous intéresse et surtout aller faire un tour sur la librairie Jeune Pousse, parce qu'en termes d'auto-édition, c'est la meilleure librairie, hein, évidemment. Non, c'est une librairie qui... Merci Luc. C'est une librairie
qui promeut les auteurs auto-édités, qui les met en avant et qui aide à leur diffusion. Elle fait en sorte de proposer des romans auto-édités qui ont été relus, corrigés, où il y a eu un vrai soin apporté au texte. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la librairie si l'auto-édition c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous pourriez y trouver de belles petites pépites. Notamment, il y a les romans de Yelena, il y a les romans d'Aidan Fox qui ont été ajoutés il n'y a pas longtemps, donc ça c'est pour mes références à moi dans l'auto-édition. Mais vous en avez peut-être d'autres. Il y a aussi les romans de Laure d'Argelos disponibles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à vous rendre sur la librairie pour découvrir des romans auto-édités. Je vais récupérer le lien du concours pour vous le mettre en commentaire également. Comme ça, si vous voulez participer pour tenter de remporter votre exemplaire papier dédicacé, vous pourrez. Voilà. Oups. Donc voilà, et je me rends compte qu'un quart d'heure d'ouverture et de présentation, c'est vraiment trop long. Non, il est 14h06, donc du coup, je vais en profiter pour vous présenter les premiers invités qui nous rejoindront. Donc, à 14h15, on va commencer avec la bêta lecture. Et pour l'occasion, du coup, j'ai invité Lou Ledru, la gérante de la librairie Jaune Pouce, qui est aussi bêta lectrice, éditrice freelance, influenceuse sur le blog Lou des Bois, autrice et donc fondatrice de la librairie Jaune Pouce, qui est très engagée pour la promotion des littératures indépendantes. Et Lucie Bernard, qui fait aussi beaucoup de bêta-lecture, qui est influenceuse sur le blog Recto Verso et qui est également autrice. Elle a sorti 2 romans, un chez l'Alsacienne indépendante et un autre aux éditions Cadaline. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, parce que Lucie Bernard fait vraiment du bon travail, autant au niveau écriture qu'au niveau blog et chronique. Voilà, c'est un blog que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 personnes qui vont nous rejoindre dans un peu plus de 5 minutes pour voilà, découvrir leur travail. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Après le live, évidemment, je prendrai le temps de vous faire une barre d'infos complète. Et également, les conférences seront en replay. Alors, ce soir et demain, il y aura le replay d'un bloc, c'est-à-dire que je ne vais pas couper le stream jusqu'à la fin de la journée. Donc, vous aurez les conférences les unes à la suite des autres. Par contre, la semaine prochaine, je prendrai le temps tranquillement de télécharger les fichiers et de vous les recouper proprement pour avoir une vidéo par conférence. Comme ça, vous ne serez pas obligé de regarder les 8 heures de live pour regarder la vidéo, la conférence qui vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et éventuellement sur le déroulement, sur la suite des événements, des questions sur la première conférence, sur des sujets qui vous intéressent. Coucou! Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va passer 2 après-midi sympathiques ensemble et j'espère qu'à l'issue de ces 2 journées, le mystère qui entoure le parcours d'un livre entre la fin de l'écriture et la mise en rayon en librairie sera un petit peu éclairci. Donc voilà. Ah, il y a Lou qui m'a rejoint en arrière-plan. Donc on va attendre Lucie Bernard et puis on pourra commencer la première conférence. Hop. Voilà, c'est bon Lou, je te vois, ta caméra est allumée. Yes. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes lecteur? Est-ce que vous êtes auteur? Est-ce que vous êtes auteur auto-édité ou alors éditeur maison d'édition? Éventuellement aussi à me dire quelle conférence vous attendez le plus sur ce week-end pour savoir à quel moment je dois me mettre la pression. Et puis voilà, me dire un petit peu d'où vous venez, comment vous avez connu le week-end de conférence aussi. Ça m'intéresse parce que en termes de communication, c'est toujours intéressant de savoir d'où vous venez pour savoir comment communiquer par la suite. Voilà. Alors 14h09, on a encore 6 petites minutes, 6 grosses minutes devant nous avant la première conférence. Voilà. Et demain, vous aurez aussi d'autres conférences. Alors, on recommencera aussi à 14h.
Et cette fois-ci, on parlera plutôt, moins travail sur le roman directement, mais plutôt travail autour du roman, avec notamment une conférence sur la communication, sur la distribution et la diffusion, qui est un sujet souvent, très flou pour, ceux qui commencent à faire des recherches, sur le fonctionnement de la chaîne du livre. On aura aussi des blogueuses invitées pour parler des relations presse, de comment construire un avis, des relations presse qu'on doit entretenir avec, les blogueurs. Et puis on parlera, statut juridique avec, une conférence sur tout ce bazar de l'administration française, auquel on ne comprend pas grand-chose, et je vous rassure, moi non plus, je n'y comprends pas grand-chose des fois. C'est assez complexe, de se repérer là-dedans. Donc super, donc Alexandra, grosse lectrice, mais aussi bêta lectrice. Depuis peu chroniqueuse en herbe, je suis correctrice professionnelle justement. Ah oui, ben bienvenue. J'espère que les 2 conférences du coup, t'intéresseront. N'hésite pas à regarder demain je crois que c'est à 16h45, si mes souvenirs sont bons. Oui, 16h45. Si, la conférence sur, les relations presse et les chroniques t'intéresse. Il y a une conférence demain à 16h45, bon, qui sera évidemment disponible en replay si jamais tu ne peux pas y assister. Donc voilà, bah, bienvenue et j'espère que ces conférences t'intéresseront. Voilà. J'ai entendu parler de ce week-end sur ton Instagram, donc bah, merci beaucoup d'avoir rejoint Instagram. J'espère que ce sera bon. Ah, Lucie aussi est arrivée en arrière-plan. Je suis lectrice et bêta lectrice. Bon, bah, c'est super. Je suis contente de voir que ça intéresse aussi des lecteurs qui sont pas forcément passés du côté de la barrière auteur, parce que bon, moi, en tant que lectrice, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, le fonctionnement de toute la chaîne éditoriale. Et on a du mal à trouver les infos. Enfin, moi, je trouve que j'ai du mal à trouver les infos sur Internet. Alors, ça se démocratise avec les formations qui voient le jour, mais c'est vrai que quand on ne sait pas par où commencer ses recherches, c'est un peu beaucoup d'informations sur des sites qui donnent pas toujours beaucoup de détails. Donc voilà. Bon, il est 14h12, mais les filles sont là. Alors, ah, Marine. Hello Yeni. Coucou Marine, je suis chroniqueuse, bêta lectrice et accompagnatrice de projet Livrex. Oui, ça ne veut rien dire, mais si, ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que tu œuvres à tous les niveaux de la chaîne du livre. Donc ça, c'est super important. Hop, Luc, auteur en auto-édition, je t'ai découvert grâce à Joanne. Ah oui, c'est compliqué la promo, c'est vraiment le nerf de la guerre. À ce propos, je pense que le week-end sur l'auto-édition, les expériences croisées, notamment auxquelles participe Nathalie Bagadé, devraient t'intéresser parce qu'ils ont mis à disposition jusqu'à ce soir toute une série de guides, de vidéos gratuitement, justement pour parler de cette promotion-là. Donc n'hésite pas à aller voir sur les réseaux de Nathalie Bagadé. Si je les retrouve, je les mettrai en barre d'infos. Mais tu pourras avoir accès à un lien pour télécharger des guides sur la promotion, voilà. Et puis hier soir aussi, il y a eu un live de Nathalie Bagadé sur le sujet. Donc n'hésite pas aussi à aller voir ses réseaux parce qu'elle propose des formations qui sont vraiment pas mal sur le sujet. Bon, il est 14h14, je vais faire rentrer les filles dans la conférence. Alors, on va ajouter Lou, je crois que ton micro est éteint. Voilà, bonjour Lou. Bonjour. Et Lucie, coucou Lucie. Coucou. Bah, bienvenue les filles, merci d'avoir répondu à mon appel concernant cette conférence. J'espère que vous allez bien. Bah oui. Ouais. Bon voilà, alors on va être parti pour une petite heure de conférence autour de la bêta lecture. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter chacune votre tour pour nous expliquer un petit peu qui vous êtes, votre parcours, pourquoi vous faites de la bêta lecture, tout ça. Donc allez-y. Lou, je te laisse commencer. Ok.
Du coup, je m'appelle Lou. J'ai fait des études en communication et pour autant, j'ai toujours voulu travailler dans l'édition. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et j'ai fait mon premier pas du coup dans l'édition en publiant mon premier roman en 2017. Ensuite, j'ai décidé de créer mon blog littéraire, donc L'eau des bois, et en même temps, j'ai rencontré du coup plein de personnes, notamment avec ma maison d'édition, d'autres auteurs, et c'est comme ça que j'ai commencé à bêta lire, on se lisait mutuellement, etc. Donc c'était super sympa. Et finalement, je me suis dit, j'ai toujours aimé ça, et en plus, initialement, je voulais être éditrice, donc c'est un peu commencé à me travailler et c'est comme ça que finalement j'ai fini éditrice freelance. Et du coup, l'année dernière, j'ai aussi fondé la librairie Jeune Pousse car grâce à mon blog, j'ai découvert l'édition indépendante et les auto-édités. Donc je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'il y ait tellement d'auteurs, tellement talentueux qui ne soient pas connus. Donc voilà. Bah, merci Lou. Lucie? Voilà, donc moi, c'est Lucie Bernard. Donc à la base, je suis une lectrice assidue depuis toute petite. Et donc j'ai toujours voulu devenir éditrice, travailler dans le milieu du livre. Donc j'avais commencé des études dans ce domaine. Et puis au final, je me suis dit que à mes heures perdues, c'était vraiment quelque chose que je voudrais faire en plus, en fait. Peut-être pas y consacrer toute ma vie, mais en tout cas essayer de promouvoir la littérature, notamment auprès des jeunes. Donc j'ai changé de filière et je suis devenue professeure de français. Grâce à ce métier, je peux promouvoir les auteurs auto-édités et les petites maisons d'édition auprès des élèves pour leur montrer qu'il y a autre chose que les grandes librairies, Fnac, autre chose qu'Amazon aussi. Et je suis donc blogueuse sur Recto Verso depuis 2017 avec une amie. Et je suis également auteure aux éditions Cadaline et mon prochain livre sortira aux éditions l'Alsacienne Indépendante. Super, bah, merci pour vos présentations. Donc on a avec nous 2 personnes qui ont quand même pas mal d'expérience dans le monde de l'édition indépendante et quelques années maintenant pour toutes les 2 de bêta lecture derrière vous. Alors est-ce que l'une d'entre vous voudrait nous expliquer ce que c'est la bêta lecture? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas. J'y vais ou tu y vas? Vas-y. Donc la bêta lecture, c'est un travail qui vient en amont, donc avant l'édition et après l'écriture. Il y a 2 types de bêta lecture. Il y a soit de la bêta lecture pendant l'écriture, donc l'auteur est choisi d'envoyer son manuscrit à des personnes pendant l'écriture pour avoir un avis au fur et à mesure. Ou alors l'auteur peut choisir d'envoyer son manuscrit terminé à des lecteurs. Et donc là, on doit faire un travail de fond pour vérifier s'il y a des incohérences, si toute l'histoire tourne en rond ou pas, ou est-ce qu'il y a vraiment une intrigue intéressante. Donc c'est vraiment un travail de fond. Après, il y a certains bêta-lecteurs qui s'intéressent aussi à la forme de l'histoire. Et donc c'est un principe d'entraide où on donne des conseils pour aider à améliorer un manuscrit pour que l'auteur ait ses chances en édition, que ce soit en auto-édition ou en édition. D'accord. Est-ce que Lou, tu veux compléter avec un Non, point mais je vais juste faire une distinction. Aujourd'hui, du coup, la bêta lecture pendant l'écriture, les gens appellent ça de l'alpha lecture. Du coup, ça, c'est une petite distinction, mais voilà. Mais sinon, je suis assez d'accord avec ce que Lucie a dit. Ah, Oui, puis c'est un travail qui se fait bénévolement aussi, donc comme c'est vraiment de l'aide qu'on apporte. Il y a des auteurs donc, qui décident soit de contacter des personnes, ou alors il y en a qui font une demande et c'est ceux qui veulent être bêta-lecteurs qui les contactent directement. Donc il y a 2 types de façons de procéder. oui, il existe des groupes aussi de bêta lecture sur Oui. les réseaux sociaux que vous pouvez faire, vous pouvez trouver en faisant une simple recherche bêta lecture sur les réseaux sociaux pour ceux qui en chercheraient éventuellement. Du coup, moi, je m'interroge. Alors bon, j'ai mon avis sur la question, mais je vais vous la poser. Est-ce que vous pensez qu'une bêta lecture est indispensable pour un roman, pour un auteur? Vas-y, si j'y vais, si tu veux. Alors, pour moi, c'est indispensable dans le sens où, à mon avis, et comme pour tout, on ne peut pas avoir un regard extérieur sur son propre texte, mais c'est valable pour n'importe quoi, hein.
Du coup, c'est toujours bien justement d'avoir un regard extérieur parce que des choses qui paraissent évidentes pour nous, en fait, ça l'est pas du tout. Et même à force de relire son texte, on a l'impression de lire quelque chose alors qu'en fait, il y a écrit complètement autre chose. Et ça, on peut pas le voir soi-même finalement. Donc c'est super important. Et puis même pour voir, je sais pas, comment sont les personnages, le rythme, s'il y a des longueurs, peut-être que nous, on va se dire non, mais en fait, ce passage, il est hyper important, je veux pas du tout le raccourcir. Et en fait, ça perd complètement le lecteur. Donc ça permet un peu de faire, voilà, c'est comme on dit bêta, hein, voilà, c'est des lecteurs cobayes. Hein, et ça permet vraiment de nous donner des pistes pour améliorer le texte. Et c'est super important. Après, j'ai déjà vu des auteurs qui arrivent à se bêta-lire eux-mêmes. Et j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux parce que, Oui. bon, je pense qu'il faut vraiment laisser poser son texte pendant longtemps et avoir du recul sur son propre texte. Moi, je trouve ça, tellement, je sais pas, j'arrive pas à C'est le dur, hein? concevoir, C'est mais je dur. sais qu'il y en a, ils y arrivent. Donc, Oui, aussi Non, le non, c'est syndrome de l'imposteur. Quand on écrit, on se demande si on est vraiment légitime, en fait, si notre roman, il vaut quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ont tendance à se dévaloriser aussi en se disant que le texte ne vaut rien. Et voilà, c'est un avis subjectif sur son propre texte. On n'a pas de recul, hein, comme Lou disait. Et le fait de faire appel à des bêta-lecteurs, ça permet d'avoir un avis extérieur, un avis objectif sur ce qu'on fait. Après, voilà, ce qui est bien aussi, c'est de choisir de bons bêta-lecteurs, parce que souvent, quand on prend dans notre entourage, il y a beaucoup d'amis qui vont se proposer spontanément, mais c'est pas pour autant qu'ils seront vraiment objectifs par rapport au texte. Donc, bien faire attention avec qui on va travailler, quoi. tout à fait. Oui, non, je suis d'accord avec vous, heu, notamment sur le sujet du recul par rapport à son texte. Moi, j'ai beaucoup de mal, surtout dans un univers, je pense, inventé, imaginaire. On invente des codes qui, pour nous, semblent évidents puisqu'on les a inventés, on travaille dessus depuis des mois, mais qui, pour un lecteur sur 300-400 pages, seront pas forcément aussi évidents. Donc c'est important, à mon sens, d'avoir des bêta lecteurs qui sauront repérer justement ces petits points, essentiels à la compréhension du roman. On a une question, qui nous demande si on peut en faire un métier ou du moins en partie, et surtout est-ce qu'il faut une formation conséquente pour, se lancer dans la bêta lecture? Je vous laisse répondre. Alors, la formation conséquente, moi je vais commencer par cette question. Pour moi, c'est non. À partir du moment où on est une lectrice ou un lecteur assidu, on a un peu l'habitude d'avoir affaire à des textes. Et là, en fait, c'est aussi un travail de lecture. On va devoir être plus attentif que pour une lecture plaisir, parce que voilà, on nous demande de l'aide, donc il faut faire attention aux détails. Maintenant, un bêta-lecteur ne va pas forcément s'attarder sur le style, sur l'orthographe, sur la grammaire, sur les tournures de phrases. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de fond et c'est vraiment un ressenti. Est-ce que le roman est percutant? Est-ce qu'il n'y a pas de longueur, comme en parlait Lou tout à l'heure? Donc voilà, il faut être un bon lecteur. Après, une formation conséquente, non, on ne demande pas non plus que ce soit un correcteur ou une personne professionnelle. Justement, c'est souvent des personnes qui se proposent spontanément. Je suis d'accord. Lou, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? En fait, pour moi, c'est un peu ça l'idée, c'est l'expérience d'être lecteur finalement. Enfin, moi, je sais que du coup, la bêta lecture, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. J'ai fait partie aussi de plusieurs comités de lecture et du coup, ça permet aussi de savoir un peu les attentes, de savoir ce qui est proposé et de critiquer, analyser des manuscrits de manière générale. Donc, moi, personnellement, j'ai fait aucune formation dans le domaine. Hein, voilà, j'ai fait des études de communication, donc c'est un peu rien à voir. Et c'est un peu, voilà, j'ai fait partie dans deux comités de lecture, je crois, j'en ai partie de 4. Et après, voilà, j'ai un peu enchaîné les bêta lectures et, euh, et voilà. Après, en faire un métier, je sais qu'il y a certains, justement, des éditeurs freelance, etc., qui proposent ce genre de prestations rémunérées, mais c'est pas, c'est beaucoup plus poussé qu'une bêta lecture standard avec un retour sur le fond, etc. C'est aussi beaucoup sur la forme et même sur les tournures de phrases ou ce genre de choses. Donc, en faire un métier, si c'est une personne qu'on trouve sur un groupe Facebook, non. Mais si c'est une personne, voilà,
et éditeur et en plus qui travaille avec plusieurs maisons d'édition, etc., qui vous proposera une prestation beaucoup plus poussée et beaucoup plus complète, c'est possible. Oui, il faut savoir prendre du recul pour faire une bêta lecture. Je pense que c'est le point important à retenir, c'est qu'il faut savoir prendre du recul sur ses lectures. Et ensuite, au niveau de la professionnalisation, il faut peut-être avoir des références. Il faut peut-être passer un temps à le faire de manière bénévole pour avoir l'expérience et les références, pour ensuite pouvoir éventuellement se lancer en tant que professionnel. Mais oui, ça se professionnalise aujourd'hui. Après, on en parlera dans la suite de la conférence, mais il faut faire attention à qui on contacte et à qui on confie notre texte quand même. Parce que Parce c'est qu'il y a beaucoup de pas fuites. voilà, c'est ça. Il y a pas c'est pas une activité qui va être, on va dire professionnalisée par un diplôme reconnu. C'est une activité, qui aujourd'hui n'a pas de formation officielle. Donc forcément derrière se professionnalise, qui veut et donc il faut quand même faire attention à qui on contacte, pour des bêta lectures professionnelles. En sachant que les 3/4 des bêta lectures aujourd'hui restent des bêta lectures, bénévoles. Et oui. Et du coup, en parlant donc de bêta lecture et d'éventuellement professionnalisation ou pas, est-ce que vous pensez qu'il faut un ou plusieurs bêta lecteurs sur un texte? Voilà, quel est votre avis par rapport à cette question? Est-ce qu'il vaut mieux multiplier les points de vue et les bêta lecteurs ou au risque d'avoir trop d'avis, trop de retours différents du coup? Ou est-ce qu'on se concentre sur, un seul ou un petit nombre? Moi, je pense que 3, c'est vraiment l'idéal. Parce que si on en a trop, les avis, au final, partent un peu dans tous les sens et il y a trop de retours. C'est un peu compliqué à suivre parfois. Donc c'est bien d'en choisir 3. Comme ça, on n'a pas un nombre pair et donc il peut y avoir vraiment des avis qui divergent. Un seul bêta lecteur, je trouve personnellement que c'est peu parce que voilà, la personne n'a pas a son propre avis, mais on n'a pas un retour de lecture complet, quoi. Oui, ce sera un avis orienté forcément, à C'est ça. travers le filtre, de la personne. Lou, tu es plutôt team, petit groupe ou team, on envoie, le roman, à tout Moi, je suis team petit groupe, mais pas au même moment. Enfin, je pense que c'est bien de justement pas envoyer Enfin, on peut envoyer le même manuscrit à 2 personnes, il y a pas de souci, etc. Mais moi, je préfère déjà faire valider par une personne pour me dire, enfin, si la personne elle me dit non, mais en fait, c'est complètement nul, ça sert à rien de t'acharner sur ce manuscrit, j'irai pas plus loin. Alors que si elle me dit c'est bon, du coup, je vais le retravailler, etc. Et l'envoyer à d'autres bêta lecteurs pour voir ce qu'ils en pensent sur un texte un peu plus abouti qu'un premier jet. Donc, je pense que 3, c'est bien, effectivement. Après, je l'enverrai pas à 3 personnes en même temps. D'accord. OK. Oui, plutôt, prendre, au fur et à mesure, éventuellement un au fil de l'écriture et puis un quand c'est terminé. Mmh. Mmh. On a Luc qui nous dit que ces bêta lectrices sont impitoyables et surtout indispensables pour toujours essayer de faire mieux. Alors moi, je retiens le impitoyable. Est-ce que vous, quand vous faites des bêta lectures, vous êtes plutôt comment? Plutôt dur, plutôt, dans une enveloppe, comment dire? Assez, qui ne va pas frustrer l'auteur, mais en disant les choses. Enfin, comment vous faites vos retours sur les bêta lectures? Parce que je sais que des fois, on a beaucoup de travail, on n'a pas forcément le temps d'enrober les choses avec des belles phrases. Ça dépend un peu des personnes avec qui on va travailler sur le texte. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et pour qui enfin, ça dépend aussi des thématiques du livre parce que on met de sa vie personnelle dedans, c'est pas comme si on écrivait un roman de fantasy complètement détaché.
Donc ça dépend vraiment de ce que la personne demande aussi comme travail. Personnellement, bah voilà, comme je suis professeure de français en même temps, on me demande souvent de regarder la formulation, donc ouais, tout ce qui est syntaxe, ponctuation et orthographe aussi. Donc je vais vraiment dans le détail et ça m'arrive parfois d'avoir 30 commentaires par page pour voilà vraiment faire tout à fond. Et c'est vrai que j'ai tendance à être assez impitoyable aussi parce que très perfectionniste. Et je pars du principe que si un auteur nous demande de l'aide pour améliorer son manuscrit, bah autant le faire à fond ou ne pas le faire du tout. Je suis d'accord avec toi. Surtout au niveau de, alors ça amène aussi une autre question et peut-être une autre problématique, c'est le fait d'envoyer son roman à des connaissances ou de l'envoyer à des inconnus. Voilà, donc d'un côté, on a les connaissances où on sait que le roman est quand même entre des mains bienveillantes, mais qui vont pas forcément oser nous dire les C'est choses. ça. Et de l'autre côté, on a des inconnus qui, eux, seront peut-être un peu plus cash, mais on ne sait pas trop vers qui part le texte quand même. Donc, il faut arriver à trouver ce juste milieu en trouvant des personnes qui resteront honnêtes et qui vous diront les choses, mais des personnes de confiance quand même pour que cette étape-là, en tout cas du travail éditorial, reste bienveillant. Lou, tu as quelque chose à ajouter sur le sujet ou? Bah, moi, je dirais que je suis plutôt directe. Enfin, genre, enfin, évidemment, c'est bienveillant et je vais jamais critiquer le texte, etc. Mais c'est plus, enfin, bon, après, si la personne elle est sensible, elle me le dit, je vais essayer d'enrober, etc. Après, j'ai l'impression que j'enrobe naturellement. Enfin, je le vois un peu avec mes chroniques, mais l'idée, enfin, pour moi, c'est pas d'y passer 3 mois et bah, comme dit Lucie, enfin, franchement, des pages avec 30 commentaires, bah, c'est bah, quasiment courant en fait, même plus. Donc, je vais pas prendre le temps non plus d'expliquer chaque commentaire gentiment en disant tu devrais faire peut-être ça parce que ça serait mieux comme ça, etc. Du coup, j'ai plus tendance à proposer un changement, l'expliquer et de façon un peu directe mais bienveillante. Voilà. Ok. Bon. Des bêta lectrices efficaces qui vont droit au but. Bonjour Ziggy qui nous rejoint. Et on a ici un commentaire qui nous dit que c'est quelque chose qu'elle arrive à faire, mais parfois c'est un peu dur de devoir réaliser qu'on se trompe même dans la construction. Alors je pense que tu fais référence à ce qu'on disait plus tôt. Effectivement, en tant qu'auteur, c'est compliqué parfois de se rendre compte du chemin qu'on prend. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que la construction, ça va? Parce que quand on a une Euh, idée dans la tête, ça peut partir dans tous les sens et on a l'impression que c'est crédible, que c'est logique, alors que pour d'autres, pas du tout. C'est vrai. Et on a ici Elsa qui nous dit qu'elle a l'impression que chaque bêta-lecteur a sa manière méthode pour la bêta-lecture. Alors du coup, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous plutôt envoi de tout le manuscrit, envoi chapitre par chapitre? Il y a des allers-retours? Comment ça se passe? Tu veux commencer? allez. Vas-y, Je comme ça dirais que on échange. moi, je m'adapte surtout à l'auteur. Enfin, typiquement, il y a des auteurs, ils envoient une fiche de lecture en plus au bêta lecteur. Du coup, bah, je suis un peu ce qu'on me demande. Mais de manière générale, j'annote tout le manuscrit avec 1001 commentaires et 15 000 suivis de modifications. Euh, Ça fait un peu peur parce que du coup, tout est rouge, mais en même temps, c'est ce qu'il faut parfois. Donc, moi, j'ai tendance, oui, à noter tout le manuscrit d'un coup parce que c'est pas que ça m'énerve, mais je suis un peu frustrée de devoir arrêter un chapitre et de me dire, bah, ok, j'aurai la suite dans 2 semaines. Donc, je préfère faire tout d'un coup. Je me prends un week-end et j'annote tout comme une folle. Et, euh, et voilà. Après, parfois, il y a une fiche de lecture, parfois pas. Et en général, oui, ensuite, je discute avec les auteurs. Soit ils me disent, oui, bah, t'as mis ce commentaire et on en discute. Soit parfois on échange à chaque fois. Dès la moindre modification, bah, la personne, elle me fait valider la modification derrière. Et donc, c'est plus en échange parce que voilà, on en discute par message et pas sur le manuscrit en lui-même. Après, certains auteurs préfèrent que ce soit chapitre par chapitre. Ils se sentent
plus serein et du coup, il m'envoie les chapitres au fur et à mesure. Mais du coup, là, c'est vraiment une bêta lecture qui peut s'étaler sur 6 mois alors que ça aurait pu faire un week-end. Mais voilà, c'est un peu aussi chaque auteur a sa méthode et chaque auteur a des attentes différentes aussi. Certains ils disent je veux vraiment que tu t'attardes sur ça et pas sur ça. Donc c'est aussi s'adapter un peu. Oui. Toi, Le suivi des modifications, c'est très très efficace parce que l'auteur, il a plus qu'à valider directement dans le texte et il voit directement où il a fait des erreurs, où il y a des choses à modifier. Tandis qu'avec les fiches de lecture, on va la compléter, mais on va faire référence à tel événement, à tel élément de l'histoire, sans forcément que l'auteur sache vraiment où ça se trouve précisément dans le texte. Donc voilà, c'est moins précis, c'est plus des notes à côté, tandis que le suivi des modifications permet vraiment d'annoter le texte en profondeur. Donc pareil, je travaille aussi toujours avec cette technique. Ça permet aussi de mettre des couleurs dans le texte et l'auteur même gagne du temps aussi en faisant ces modifications après. Au niveau de la bêta lecture, toujours, moi je préfère aussi le lire entièrement parce que comme ça on peut vraiment se plonger dans un manuscrit et on n'a pas de coupure, on sait quels commentaires on a mis, ce qu'on attend après et on peut revenir sur les commentaires précédents. Si l'auteur répond à nos questions par après en disant ok c'est bon tu l'as noté après, tandis que si l'auteur il envoie par partie, ça peut s'étaler aussi sur une durée très très longue. Parfois c'est compliqué de suivre, de se rappeler de tous les détails et le but de la bêta lecture c'est d'aller dans le détail. Donc du coup c'est dommage de devoir couper sa lecture. Après, souvent, il y a des auteurs aussi qui demandent à ce que le bêta-lecteur fasse une alpha-lecture pendant l'écriture, parce que ça a un côté rassurant aussi de se dire qu'il y a quelqu'un qui suit notre rythme et qui nous fait un retour au fur et à mesure pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et puis, ces auteurs demandent aussi à faire une bêta-lecture après, donc à la même personne, pour voir si les changements apportés sont bons et si la vue d'ensemble est bonne aussi, quoi. Donc voilà, il y a des fois plusieurs passages sur le même texte. D'accord, ouais. Donc il y a vraiment un suivi sur tout le roman, tout l'univers, depuis la première phrase jusqu'à la conclusion, en tout cas. Et tac tac, oui, donc on a Marine qui confirme l'impression qu'Elsa avait avec les points, les événements qui reviennent. Après, la Et bêta puis, lecture, c'est personnel aussi, donc ça va forcément changer. Tout le monde n'a pas la même manière de travailler, donc oui, forcément, ça va changer, quoi. oui, oui. Oui, et puis ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que c'est l'auteur qui a le dernier mot. Donc C'est ça. malheureusement pour les bêta lecteurs, même si les 3 bêta lecteurs vont dans un sens et que l'auteur a décidé que non, ce serait dans l'autre sens, et c'est l'auteur qui garde la décision finale. Bon après, en tant qu'autrice toutes les 3, je pense que si on a 3 bêta lecteurs qui nous font le même retour sur un passage, on va quand même prendre du recul, prendre le temps d'y réfléchir et puis essayer de comprendre pourquoi ils nous ont fait le même commentaire sur le passage. Mais surtout que si on demande à des personnes de faire de la bêta lecture, c'est justement pour avoir des avis, des conseils Mmh. pour s'améliorer. Si on ne tient pas compte de ces conseils et qu'on reste braqué sur notre idée de base, on n'est pas ouvert d'esprit du tout et ça vaut pas la peine de demander un avis si on n'est pas prêt à l'entendre non plus. Après, on peut en discuter en disant, voilà, c'est un passage qui me tenait vraiment à cœur, donc j'aimerais quand même le garder, mais comment est-ce que je pourrais l'améliorer sans le supprimer, par exemple? Et là, du coup, il y a une discussion qui s'engage. Mais c'est vrai que si l'auteur reste braqué sur ses positions, c'est pas gai non plus. Le bêta-lecteur, il a l'impression un peu de brasser du vide et de travailler pour rien. Parce que même si c'est bénévole, ça reste du travail. C'est énormément de temps qu'on consacre sur un manuscrit. Donc c'est vraiment dommage d'en arriver à de telles extrémités où on est chacun d'un côté d'un mur et on trouve pas de solution, quoi. C'est ça, c'est une discussion qui doit s'engager entre les 2 parties. C'est On ça. a Luc qui nous signale que plusieurs bêtas, c'est un peu la guerre. Une alpha et 2 bêtas, je dirais que c'est pas mal. Alors après, ça dépend de chacun, ça dépend des auteurs, ça dépend des bêta lecteurs. Moi, je sais que je fais 3 bêta lectures, mais pas en même temps. J'ai une bêta lectrice qui me fait un premier passage, puis je reprends les commentaires, puis j'envoie à une deuxième bêta lectrice. Donc ça me permet un petit peu de distiller les remarques au fil des bêta lectures. Certains auteurs apprécient l'alpha lecture, d'autres non. Donc voilà, mais c'est vrai que
plusieurs bêtas, c'est vrai que les retours peuvent se croiser, parfois se contredire, mais les bêta lecteurs restent avant tout quand même des lecteurs qui ont leur avis sur la question et sur un sujet. Et depuis peu, il y a aussi l'émergence des, alors je ne sais pas si je vais arriver à le dire parce que c'est un terme anglais, sensitive reader, qui sont des bêta lecteurs qui seraient spécialisés dans le ressenti des lecteurs et puis notamment par rapport à tout ce qui va être trigger warning, culture différente pour voir si il n'y a pas des passages maladroits sur le sujet ou des choses comme ça. Donc ça commence à se démocratiser. Certains bêta lecteurs sont spécialisés justement dans cet aspect-là de la lecture. Et du coup, je rebondis sur le sujet en vous demandant, vous, qu'est-ce que vous allez chercher dans une bêta lecture en général? Au-delà de comment vous travaillez avec les commentaires, tout ça, est-ce que vous allez plutôt repérer la cohérence de l'intrigue, de l'univers, la construction des personnages, tout ça? Qu'est-ce qui vous interpelle dans les bêta lectures? On peut dire tout. Oui, oui, tout à fait. Après, je sais que en tant que lectrice, moi, je suis plus facilement happée et du coup plus facilement à même de voir les défauts qu'il y a sur des univers et moins sur les personnages. Donc peut-être que vous avez des attirances particulières pour tel ou tel point de la construction d'un récit. Honnêtement, je pense que c'est différent selon tous les manuscrits parce qu'il n'y a pas le même besoin pour tous les points sur tous les manuscrits et puis ça dépend aussi énormément du genre. Forcément, il y a des genres où on s'attache plus aux personnages que d'autres, où un univers c'est plus important que d'autres, donc ça dépend vraiment. Et puis il y a des auteurs qui sont très bons, je sais pas, pour poser un univers, une ambiance, etc. Mais par contre, les dialogues, ça va pas du tout. Et on se dit, du coup, il va falloir mettre un point d'honneur à vérifier tous les dialogues, à voir si ça marche, parce que bon, si on a l'impression que ce sont deux robots qui parlent, c'est problématique. Donc c'est un peu aussi en fonction du manuscrit en lui-même, et même parfois, les auteurs, ils ont des demandes particulières et ils nous disent, qu'est-ce que tu penses de ce personnage, qu'est-ce que tu penses de je sais pas, du dénouement ou ce genre de choses. Est-ce que c'était prévisible ou ce genre de choses? Donc ça dépend un peu. Après, de manière générale, je pense qu'il faut faire un peu attention à tout pour essayer de rien louper, même si évidemment on loupe des choses et énormément de points sont subjectifs aussi. Mais je pense pas que je m'attache à un point précis parmi tant d'autres. Oui. Pareil aussi, ça dépend du manuscrit, ça dépend du style de l'auteur, du genre, donc voilà. Oui. Bon. C'est vrai que c'est compliqué de donner une règle générale. Oui, il n'y a pas de recette en fait, ça dépend. Donc ouais, c'est comme pour l'écriture en fait, ou pour la lecture, hein, 2 romans de construction similaires, parfois vont nous plaire ou au contraire, nous déplaire. Donc voilà. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Lou, par rapport aux fiches de lecture que vous pouvez recevoir des fois de certains auteurs. On a une question qui nous demande s'il y a des questions types à poser aux bêta lecteurs. Tu veux y aller, Lucie? Voilà, moi je travaille jamais avec des fiches, donc c'est vrai que les questions, j'y réponds pas en fait. Je fais directement, le retour dans le texte et à la fin, j'ai une chronique. Le style de chronique qui pourrait être du coup publié sur le blog pour que l'auteur se dise d'accord, si je publie mon livre en l'état, voilà le genre de retour que je pourrais avoir, que je pourrais, hein, puisque ça dépend de tout le monde. Après, je sais que dans les fiches de lecture, il y a souvent des maisons d'édition qui utilisent ce principe dans les comités de lecture. Donc ça, c'est vraiment une pratique très courante. Donc il y a souvent des questions sur quel est le passage qui vous a le plus marqué, quel est le passage qui pour vous manque d'émotion, quel est le personnage que vous préférez, pourquoi, quel est le personnage qui est le moins cohérent en fait par rapport au récit. Donc ce genre de choses un peu pour voir quel est le genre de scène qui marque et quel est le genre de scène qu'il faut retravailler. Ok. Non,
une lecture attentive et complète. Du coup, Lou, tu reçois des questions, Oui, en général, du coup, ça dépend. Certains auteurs, bah, typiquement, ils ont envie, enfin, dans tous les cas, moi, je vais faire un bilan général à la fin pour parler bah, du fond et de la forme. Surtout que parfois, typiquement, il y a des choses qui reviennent et qui sont un peu partout dans le récit et on peut, entre guillemets, le souligner qu'une fois. Mais sinon, dans les fiches de lecture, soit c'est un peu quelque chose de général avec qu'est-ce que vous avez pensé de chaque personnage, les points positifs et les points négatifs du manuscrit de façon générale, le dénouement, le rythme. Est-ce que justement c'est prévisible ou pas du tout, ce genre de choses. Et après, il y a aussi des personnes qui demandent des retours sur chaque chapitre en disant bah, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, qu'est-ce que vous avez pensé du rythme, des événements qui s'y passent, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qui est à améliorer, si vous deviez noter ce chapitre sur 5 par exemple, combien vous mettrez. Donc ça dépend aussi beaucoup des auteurs. Je pense qu'aussi c'est une volonté de se rassurer avec les notations ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a des personnes qui demandent qui est plus une sorte de compte-rendu général, alors que d'autres, ça sera plus sur chaque chapitre et ensuite un compte-rendu général. D'accord. Oui, il y en a Et vraiment qui il y en a en par gé rapport au style aussi. Est-ce que le style de l'auteur vous ouais. plaît ou est-ce qu'il vous a paru trop compliqué? Qu'est-ce que vous modifieriez dedans? Ce genre de choses aussi. Et sur les dialogues aussi. Ouais, c'est ça. Bah, ça ressemble quand même pas mal à des fiches de comité de lecture au final, des points. Alors c'est plus complet, je pense, mais je pense qu'on reprend quand même les points, des fiches d'un comité de lecture. Bon, ça doit rassurer aussi les auteurs. Alors moi, j'en utilise pas, donc je sais pas. Je pense que ça doit rassurer les auteurs quand ils reçoivent un retour, de se dire: «Ah bah tiens, si je l'envoyais aujourd'hui à une maison d'édition, c'est le type de retour que je recevrais». Mais c'est vrai qu'au départ, il y a des auteurs qui ont besoin de se rassurer avec une fiche qui est déjà bien cadrée. Après, voilà, les fiches qu'on m'a envoyées, moi, j'ai tout de suite dit, enfin, pour travailler comme ça, je trouve que il n'y a pas d'utilité pour moi. Je trouve que si on met les commentaires directement dans le texte, on répond aux questions Mmh. tout en montrant directement, en ciblant directement ce qu'on repère. Donc l'auteur perd moins de temps à faire ses recherches, hein, comme j'en parlais aussi au début de la conférence. Donc voilà, j'ai déjà pu voir des fiches de lecture, mais jamais les utiliser. D'accord. OK. Oui, ça une fiche de lecture, ça permet de faire une synthèse, mais c'est vrai que C'est ça. une bêta lecture, c'est quand même là pour aller dans le détail. Donc ça rassure l'auteur, mais le gros du travail n'est pas là. Oui, C'est mais ça. après, c'est complémentaire. Hein. Enfin, je veux dire, Oui. ça ne remplace pas du tout une bêta-lecture. Oui, non, non, tout à fait. On a Marine qui nous dit qu'elle, elle te soutient dans le nombre d'annotations, mais je pense qu'un auteur qui reçoit une bêta lecture où il y a 3 commentaires, c'est pas une bêta lecture. Enfin, à mon avis, hein, ou alors il faut vraiment que le roman ce soit, l'œuvre du siècle. Ouais, moi, j'avoue, par exemple, j'ai lu le roman de Johanna Marinès, donc chez Snack Fiction, Cendre, qui est déjà sorti, et j'ai lu Encens en bêta lecture qui va sortir. Alors Cendre, j'avais quelques commentaires à faire. Encens, j'ai envoyé à Johanna, voilà, en fait, coup de foudre. J'ai pas les mots en fait. Et donc du coup là, elle m'a téléphoné pour me dire non mais tu me fais un retour dessus quand même. Oui, mais j'ai vraiment pas de commentaires à faire en fait. Voilà. D'accord. Et donc oui, des fois ça arrive que si c'est un auteur qui est quand même expérimenté, qui a plusieurs ouvrages derrière lui et qui a déjà eu l'occasion de travailler ce genre auparavant, Oui, il a vraiment pris la plume, il a vraiment eu le style maintenant et il a vraiment trouvé ses marques et donc on le voit directement et c'est parti. Oksana Hop, c'est un peu pareil aussi avec les Buns Tunnel. Elle a vraiment pris ses marques aussi dans la dystopie. Et donc, j'ai eu l'occasion de lire son roman Polomnia en bêta lecture. Et pareil, voilà, tu peux l'envoyer en maison d'édition, quoi. Il y a des fois des manuscrits comme ça, on se dit, mais pourquoi ils sont pas déjà publiés, en fait? mmh, OK. Non, c'est intéressant à savoir. On a Luc qui aime ta façon de faire en tant que bêta.
et Alexandra qui s'investit à fond dans le roman qu'on envoie en bêta lecture. Alors du coup, en parlant d'investissement, moi il y a une question qui me passe là comme ça dans la tête. Est-ce que vous faites des recherches, par exemple, si l'auteur aborde tel sujet, est-ce que vous allez faire des recherches pour, vérifier si l'auteur a marqué des choses cohérentes? Si, par exemple, un auteur qui écrirait sur les années, 1900, est-ce que vous allez faire des recherches pour savoir, heu, comment s'habiller, comment on vivait à cette époque-là, pour savoir si tout reste cohérent ou sur ce point-là, vous êtes, peut-être spécialiste de l'époque, hein, mais peut-être, peut-être aussi que vous faites confiance aux recherches de l'auteur? Bah, tu veux commencer, Lou? En fait, moi, je suis pas très roman historique, donc ça enlève déjà pas mal de points à vérifier. Mais en général, ce que je lis ne nécessite pas forcément de recherche. Après, ça arrive, et dans ces cas-là, si je trouve un truc bizarre, je vais quand même vérifier, ou même typiquement, ça m'est déjà arrivé de voir, je sais pas, des autrices qui disaient que une chanson avait été chantée par un groupe, et en fait, pas du tout. Et dans ma tête, je me disais, bah non, en fait, c'est un autre groupe. Et du coup, dans ces cas-là, je peux être amenée à vérifier. Mais le fait que, justement, que je lise pas de romans historiques, ça enlève déjà pas mal de choses. Et c'est pareil, je lis pas non plus de romans où beaucoup de connaissances scientifiques sont nécessaires ou ce genre de choses. Donc au final, ça peut m'arriver, mais c'est pas du tout quelque chose de courant. D'accord. Bah, pareil aussi, j'aime bien lire des romans historiques, mais je n'en ai jamais lu en bêta lecture. C'est vrai que je privilégie cette lecture plaisir, parce que bêta lire ce genre d'ouvrage, ça doit être vraiment très très compliqué. L'auteur, même avec toute la bonne volonté du monde, il peut se tromper quand même sur certaines choses. Et du coup, c'est vrai que sans avoir toutes les connaissances historiques de base, ça doit être compliqué d'aider. Donc, je pense que pour ce genre de roman, il faut vraiment faire appel à des lecteurs spécialistes de la période en question. Au niveau des bêta lectures, personnellement, je m'occupe vraiment de tout ce qui est imaginaire. Donc, je suis souvent contactée pour ce genre de roman, tout ce qui est steampunk, fantasy, dystopie. Voilà, parfois de la romance aussi, parce que la romance, je déteste de base. Et donc, du coup, je suis très, 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 très piquante avec ce genre de récit. Tout ce qui est fleurs bleues, tout ce qui est guimauve, non. Enfin, si on veut faire une romance réaliste, il faut être réaliste, quoi, et rien n'est parfait dans la vraie vie, donc il faut des nuances. Et donc, du coup, ceux qui savent que c'est vraiment pas du tout mon genre de prédilection, ils me contactent justement pour avoir un peu un coup de pied aux fesses. Donc, ça m'est déjà arrivé de lire de la romance. Après, voilà, comme c'est pas un genre que j'apprécie, j'essaye de pas trop en prendre non plus. Et de rester vraiment dans les œuvres où je suis plus le public cible. Et donc, à partir du moment où on est dans l'imaginaire, tout ce qui est les dates historiques et tout ça, c'est un peu moins rigoureux, quoi. L'auteur a le droit de prendre des libertés et de faire juste des petits rappels sur certaines choses. Mais donc, non, je ne fais pas trop de recherches. Par D'accord. contre, quelque chose qui m'énerve dans les romans, et Audrey, on en avait déjà discuté aussi, notamment dans les romans de fantasy. On a souvent des chevaux, des cavaliers, Oui. et de voir qu'on parle de pattes et le cheval, il se casse la patte, et on tient des rênes avec deux N. Non, voilà. Si on met ce genre Renseignez-vous. voilà, si on met ce genre d'animaux dedans, on se renseigne sur ce qu'est l'équitation. Et on évite ce genre d'erreur parce que voilà, il suffit de tomber sur une lectrice qui se connaît un peu dans le milieu et là ça casse. Même si le roman est bien, on reste focalisé sur ce genre de petites erreurs et non quoi. Oui, c'est vrai que dans le genre de la fantasy, c'est, un domaine qui est un petit peu incontournable presque, C'est ça, l'équitation, parce que dans beaucoup de romans de medieval fantasy, on se déplace à cheval c'est ça. et c'est vrai que les auteurs de fantasy, s'il vous plaît, renseignez-vous sur les termes d'équitation parce que, comme dit Lucie, lire qu'un cheval se casse la patte ou alors, ou alors que le cheval galope toute la journée pour aller d'un point A à un point B. Désolé, mais votre cheval, au bout d'une demi-heure, il va vous dire stop, hein, moi j'en ai marre, on finit la journée au pas. Hein. Donc, donc voilà. Donc c'est vrai que bon, oui, du coup, sur ces points-là, c'est vrai quand vous avez des expertises ou au contraire, comme Lucie disait, un domaine dans lequel vous allez être plus critique.
ça peut être intéressant de contacter les bêta lecteurs dans ce sens-là. Il y a Corinne qui nous rappelle que la bienveillance est toujours de mise. Donc oui, effectivement, pour les chroniques de blogueurs comme pour la bêta lecture, on l'a rappelé en début de conférence, mais les retours sont toujours sur une base bienveillante. Et de toute façon, la bêta lecture, je pense que vous le voyez aussi comme ça, c'est l'auteur et le bêta lecteur qui travaillent main dans la main dans le même sens. Donc ça n'aurait aucun sens de descendre le roman, alors que de toute façon, vous êtes là pour que le roman puisse avoir une vie éditée derrière. C'est ça. Et en plus, vas-y. Vas-y. Non, mais en plus, il y a beaucoup de bêta lecteurs qui sont aussi auteurs. Du coup, en général, ils font attention parce qu'ils savent en fait qu'est-ce qui peut faire mal pour le vivre eux-mêmes. Donc, Oui. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on s'attend à un type de retour très ciblé, très critique aussi. Et critique, c'est pas forcément négatif, hein. C'est vraiment cibler en détail ce qui ne va pas pour l'améliorer. Et c'est pas parce qu'on est très critique que c'est forcément négatif. À partir du moment où on nous demande de l'aide, les bêta lecteurs, souvent ceux qui acceptent, ils acceptent parce qu'ils sont contents qu'on leur fasse confiance. C'est vraiment une marque de confiance. C'est un honneur aussi d'être bêta lecteur. Et le fait d'être bêta lecteur pour quelqu'un, ça nous apprend aussi des choses à nous en tant que personne et en tant qu'auteur aussi si on écrit. Voilà, le fait de discuter de certains termes, de certains passages, de voir ce que les autres aiment, ce que les autres font, ça peut aussi nous enrichir. Donc, c'est un échange, en fait. Tout à fait. La Marine qui nous dit que la fiche de bêta lecture, elle trouve ça frustrant. Ça rappelle l'école. C'est ça. Donc oui, je réponds rapidement à ce commentaire. Toutes les conférences seront en replay. Je vais laisser les conférences en replay sur YouTube et sur Facebook. Et puis la semaine prochaine, je prendrai le temps de découper chaque conférence pour que vous ayez une vidéo par conférence pour que ce soit plus sympa à regarder. Donc du coup, je reviens sur les questions de Ingrid. Qui nous dit « Hello, lors de vos bêta lectures, vous arrive-t-il de vous demander si certains éléments que vous relevez ou suggérez peuvent contribuer à uniformiser les façons d'écrire, par exemple N'y a-t-il pas un risque de lisser, au-delà de la correction indispensable, des incohérences ?» Comme chaque œuvre est différente, je pense pas que Lou non plus. La bêta lecture, c'est pas rendre tous les récits pareils. À partir du moment où l'auteur a sa propre idée, a son propre univers, a ses propres personnages, il y a son âme un peu dans le texte et c'est pas possible d'en faire un miroir des autres. Après, uniformiser les façons d'écrire, à partir du moment où l'auteur y met, par exemple, 10 adjectifs en 3 lignes ou des participes présents partout, c'est pas uniformiser que de demander d'en enlever un petit peu, c'est rendre le récit moins lourd et donc plus digeste pour les lecteurs. Mais je pense pas que ça uniformise non plus. puis c'est pas le but c'est pas de réécrire le texte, c'est plus de donner des pistes à l'auteur pour qu'il modifie lui-même son texte. Donc au final, c'est lui qui va sûrement réécrire ou changer. Et même si on suggère des choses, on va pas réécrire tout un paragraphe. Donc il y a peu de chances d'uniformiser à mon avis. Oui, puis par rapport aux répétitions, on peut mettre, par exemple, s'il y a le mot mère qui est répété 10 fois sur la même page, on les met en couleur pour que ça saute aux yeux de l'auteur. Après, c'est à l'auteur à faire le nécessaire pour modifier s'il en a envie ou pas, quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Je pense que la bêta lecture, ça respecte quand même le style de l'auteur avant tout. Et je pense que vous, sur vos textes, il y a eu des bêta lecteurs et c'est pas pour autant qu'on perd votre patte, votre marque. Donc, salut Corinne, j'espère que ça t'a plu. Super, je suis complètement d'accord avec vous. Donc voilà, oui, on a aussi des auteurs qui se mettent à la place des bêta lecteurs enfin voilà, vous m'avez compris, qui se mettent à la place des auteurs qui reçoivent les commentaires. C'est vrai que le mot d'ordre, de toute façon, quand on retravaille sur un texte, c'est toujours la bienveillance, parce qu'on soit bêta lecteur, correcteur ou chroniqueur,
on est face à un texte dans lequel, l'auteur a mis plusieurs mois de sa vie, peut-être une partie de lui, peut-être bien plus si c'est, du témoignage ou des expériences vécues donc c'est la bienveillance qui doit, primer avant tout le reste. Oui, le but d'un bêta lecteur, enfin, si on accepte d'être bêta lecteur, c'est qu'avant tout, on est lecteur, parce que si on n'est pas lecteur de base, bah, forcément, on n'est pas contacté par des auteurs, on les contacte pas non plus, on n'est pas du milieu, quoi. Donc, à partir du moment où on est lecteur, le fait d'être bêta lecteur, bah, c'est un contrat de confiance, c'est un honneur aussi de pouvoir travailler sur un texte. Et donc, le but d'un bêta lecteur, c'est pas dire oui, ton texte, c'est nul, c'est de la merde, bah, range-le dans ton tiroir. Justement, le fait d'être bêta lecteur, ça contribue à la réussite de quelqu'un, ça contribue à réaliser le rêve d'une personne. Donc, il n'y a pas de méchanceté derrière, justement, c'est une aide, c'est vraiment la marche pour aider l'auteur à aller plus loin. Et après, voir les livres qu'on a bêta lus sortir et pouvoir les ranger dans sa bibliothèque et voir vraiment le livre papier, bah, en fait, on est aussi content que l'auteur parce que c'est un, enfin voilà, on est un peu des privilégiés, on l'a lu avant tout le monde et c'est quand même classe, quoi. Mmh. Donc voilà, je pense que tout le monde est content quand le projet se concrétise, quoi. C'est vrai. On a Luc qui va un petit peu plus loin, c'est vrai, en nous disant que les bêta-lecteurs, sont aussi là pour, ouvrir d'autres portes. Vous faites beaucoup de suggestions, vous, lorsque vous bêta-lisez sur d'éventuelles, portes ouvertes, sur, Hem, surtout pour pousser l'auteur à aller plus loin. Il y a plein de moments où on se dit: «Bah, c'est trop dommage, ce passage, il est trop bien, mais il manque un petit truc qui fait qu'il serait, formidable». Donc c'est plus, voilà, des suggestions pour, bah, pousser la réflexion, dire qu'on peut aller plus loin. Typiquement, enfin, il y a plein d'auteurs qui mettent dans leurs romans un peu des séquences émotions, mais bah, au final, on sent que l'auteur a voulu faire quelque chose, mais ça va pas assez loin pour que ça touche vraiment le lecteur ou ce genre de choses. Après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun aussi. Mais le but, c'est plus de pousser à développer quelque chose que à dire, en fait, ça c'est pas bien. mmh. Oui, tout à fait, il faut rester aussi constructif. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, dire ce qui est bien, hein. Enfin voilà, c'est aussi le Mmh, but de ta lecture, hein. Il y a pas que des critiques négatives. ouais. Alors la conférence va bientôt, enfin toucher à sa fin. Non, il nous reste encore un quart d'heure, mais du coup, je voulais, venir un petit peu sur le sujet de comment trouver des bêta lectures, fiables. Est-ce que vous avez alors on a déjà un petit peu parlé des groupes, sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que vous avez des petits conseils pour les auteurs qui chercheraient éventuellement des bêta lecteurs? Moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de bouche à oreille. Enfin, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui recommandent leur bêta lecteur à d'autres auteurs, et cetera. Évidemment, il y a des groupes, mais au final, on sait pas forcément sur qui on va tomber et parfois, on peut avoir une super surprise et parfois, en fait, on va se retrouver avec quelqu'un Mmh. qui va nous dire, «C'est génial, c'est génial, c'est génial» et bon, voilà. Si la personne, répond en plus, parce que certaines personnes aussi, ne répondent pas. Donc je trouve que c'est bien justement de voir un peu les recommandations. Il y a plein d'auteurs aussi qui font leur propre appel, et entre guillemets, ils étudient des candidatures, mais forcément, ils connaissent d'autres auteurs qui vont leur dire: «Bah, cette personne ça va, cette personne ça va pas» ou ce genre de choses. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs qui, contactent directement des chroniqueurs, voilà, aussi qui leur demandent, s'ils veulent être bêta lecteurs. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, de faire des chroniques sur des livres et après les auteurs sont revenus en me disant: «Bah, est-ce que tu peux, bêta lire mon livre?» Donc il y a beaucoup de moyens donc voilà, sur les groupes Facebook, même il y a des Discord où on peut trouver des bêta lecteurs et voilà et n'hésitez pas aussi à solliciter, la communauté des auteurs qui, en général, ont testé quand même pas mal de bêta lecteurs. Oui, c'est vrai que les groupes, de bêta lecteurs, enfin, moi je trouve pas ça fiable parce que les groupes, c'est souvent ouvert et tout le monde peut un peu, rentrer dedans. Voilà, les réseaux sociaux, c'est pas, enfin, ils n'ont pas toujours réponse à tout et c'est pas toujours là qu'on trouve les personnes dont on a besoin. Mais les auteurs, ouais, donc souvent il y a des auteurs, qui demandent à des bêta lecteurs, bah, de lire leurs textes et puis si les bêta lecteurs sont eux-mêmes auteurs, il y a des échanges qui se font aussi de cette manière. Donc voilà,
un bêta-lecteur passe du temps sur un texte, en échange, l'auteur devient bêta-lecteur aussi. Donc les auteurs, en plus, eux-mêmes, comme ils écrivent, ils connaissent un peu les ficelles du métier et ils peuvent même aider par la suite à trouver des maisons d'édition ou à diriger de nouveaux auteurs vers des structures éditoriales qui correspondent à leur texte. Donc voilà, les blogueurs aussi. Les blogueurs, à partir du moment où ils reçoivent où ils ont des partenariats, où ils écrivent des chroniques sur des livres, ils sont quand même connus. Et c'est pas à leur avantage de dire oui, je veux bien faire une bêta lecture et puis de ne pas rendre son avis, quoi. Ça va rejaillir sur leur réputation. Donc tous les auteurs, les chroniqueurs sont beaucoup plus fiables que des lecteurs sur des groupes de lecture qui se proposent un peu à tout va sans forcément comprendre l'enjeu qu'il y a derrière la bêta lecture. Je pense que moi, j'avais aussi demandé à une lectrice très, très assidue qui me suivait depuis les tout débuts sur les réseaux sociaux. Alors pour le coup, je lui ai pas demandé une bêta lecture très détaillée. Je lui ai plutôt envoyé le manuscrit une fois qu'il avait été repassé en bêta lecture. Il allait partir en correction en fait. Elle a eu l'épreuve non corrigée pour lui demander son avis global. Mais je pense que si vous avez autour de vous aussi un petit vivier de lecteurs très présents, ça peut être intéressant de leur demander leur avis. Et d'ailleurs, du coup, on a Luc qui nous dit qu'il a un souci. Il a il a une bêta devenue fan qui n'est plus objectif. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que les bêta lecteurs gardent quand même leur objectivité dans la mesure du possible. Voilà. Et du coup, je voudrais vous poser une dernière question pour que vous puissiez me donner votre avis sur la question. Parce qu'on le voit de plus en plus des personnes qui demandent des bêta lectures et qui, en fait, on a perdu Lou. Et qui, donc des personnes qui demandent des bêta lectures, mais des bêta lectures orthographiques. Donc en fait, sous couvert d'une bêta lecture, ça devient une correction. Et donc, du coup, je voulais avoir votre avis sur la question. Donc Lou, je demanderais l'avis sur la question des personnes qui demandent une bêta lecture, mais une bêta lecture orthographique, donc qui se transforme plutôt en correction. Donc est-ce que pour vous pouvez distinguer les deux types de prestations, en fait, bêta lecture et correction? Expliquer un petit peu qu'est-ce qui relève du bêta lecteur et qu'est-ce qui relève du correcteur? Lou, ça parce que ça avait encore disparu de l'écran, voilà. Oui, Oui, je moi j'ai sais fait une pas. pause famille. En fait, correcteur, c'est un métier qui nécessite une formation. Du coup, c'est complètement différent, même si c'est aussi un travail sur le texte et qu'il existe plusieurs types de corrections, comme on pourra le voir précédemment plus tard. La bêta lecture, c'est vraiment le texte en lui-même. C'est pas comment dire, justement les fautes d'orthographe et ce genre de choses. De toute manière, les bêta lecteurs ne sont pas formés pour ça et ça demande du temps. Et déjà travailler sur le texte en lui-même, ça demande du temps. Donc en plus, il faut corriger les fautes d'orthographe, ce que tous les bêta lecteurs ne peuvent pas faire. En plus, comme c'est un métier, même s'ils voulaient le faire, ça serait pas forcément parfait. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses différentes et j'ai tendance à penser que c'est un peu abusé de demander au bêta lecteur de corriger le texte parce que voilà, certaines personnes le font pour ne avoir moins de frais, mais au final, le rendu sera quand même moins bien dans le sens où un correcteur professionnel est quand même indispensable. Donc c'est un peu dommage de se fermer des portes en laissant quelques fautes d'orthographe dans son texte, alors que l'histoire peut être formidable, mais certains lecteurs ne sauront pas passer au-dessus. Donc, je pense vraiment qu'il faut dissocier les deux et se dire que chaque personne a son rôle à jouer. Moi, je ne demanderais pas à mon plombier de me faire du pain, donc c'est pareil. Très belle image. Lucie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, du coup, la bêta lecture, je rejoins Lou, en fait, hein, puisque la bêta lecture, ça doit être vraiment quelque chose qui est centré sur le fond, donc au niveau des incohérences. Après, voilà,
comme j'ai la chance d'être professeure de français aussi, si je vais voir des erreurs, des coquilles ou des phrases complètement incompréhensibles ou de la ponctuation qui est vraiment tirée par les cheveux, je vais mettre un commentaire et je vais dire là, attention, il y a des choses à vérifier au niveau de la forme. Si je vois des coquilles, bah, je vais directement corriger avec le suivi des modifications, mais ce n'est pas une correction professionnelle. Et donc les auteurs qui demandent à leur bêta-lecteur de faire une correction, bah voilà, c'est pour éviter des frais, comme Lou le disait avant. Et souvent, bah, vouloir publier un roman à moindre prix, bah, c'est publier un roman à moindre qualité aussi. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà. Après, si on a des bêta-lecteurs qui sont doués en orthographe et qui peuvent enlever certaines coquilles pour que le roman ait plus de chances de passer en maison d'édition, bah autant en profiter. Mais après, je pense que c'est au bêta-lecteur aussi à demander, bah voilà, j'ai des connaissances dans le domaine, est-ce que ça te dit si je te fais ça en plus, si j'envoie, tant qu'à faire, voilà, mais pas faire une correction professionnelle dessus, ça non. Ça, je pense Oui. que chacun son métier, quoi. Comme Bah, Lou je pense disait. que c'est pas le même abord du texte non plus et du coup, en se C'est ça. concentrant sur les fautes d'orthographe, on risque peut-être de manquer des incohérences ou des problèmes de fond, et ce qui serait dommage en fait parce que c'est C'est ça. le cœur du travail du bêta-lecteur, quoi. Mhm. Oui, s'il y a des fautes qui sautent aux yeux, bah, autant les montrer, ça fera gagner du temps à tout le monde, mais sans que le bêta-lecteur passe 10 heures dessus à chercher la moindre coquille. Mmh. Ce qui saute aux yeux, bah, voilà, mais le reste, non, quoi. OK. Bon. Bah, je vous remercie toutes les 2 parce que la conférence va toucher à sa fin dans 5 petites minutes. J'ai vu ton commentaire sur, la correction. Je l'ai noté et on y répondra dans la conférence qui suit juste après, parce que c'est une question intéressante et je pense que les correctrices seront plus à même de répondre à cette question. Du coup, ne t'en fais pas, j'y répondrai juste dans la convention, je vais y arriver, conférence qui suit. Je vais vous laisser la parole pour ces 5 dernières minutes. Je vous propose de peut-être nous présenter vos projets, vos réseaux, ce que vous faites. Voilà, c'est un temps de parole qui est libre pour vous, pour présenter peut-être ce qui arrive sur vos réseaux dans les jours, semaines, mois à venir. Vas-y, Lucie. Bah, avec le blog Recto Verso, depuis le mois de février, j'ai lancé un projet donc, qui s'intitule Un week-end, une maison d'édition ou un auteur auto-édité et une mobilisation. Et donc chaque week-end, depuis le mois de février, je mets une structure en avant dans le but de pallier un peu à l'absence de salon. Et donc tous les ans, j'essaye d'organiser un gros projet avec le blog pour justement favoriser ce petit monde de l'édition et montrer aux gens qu'il existe autre chose que les grosses structures éditoriales qui ne fournissent pas forcément des livres de meilleure qualité que les autres. Voilà, donc les petites maisons d'édition et les auteurs auto-édités, ils mettent un soin particulier à ce que leurs ouvrages se démarquent. Et je pense qu'il est normal qu'il y ait des blogueurs, des chroniqueurs derrière qui les poussent vers le public. Voilà. Autrement, du côté auteur, j'ai annoncé récemment avec ma maison d'édition la sortie de mon prochain ouvrage de fantasy en septembre avec Alsacienne indépendante. Et le tome 2 de mon premier roman de dystopie sortira en novembre. Donc 2 sorties qui vont se suivre pour une fin d'année un peu chargée de mon côté. Donc voilà. Et je vous invite à aller suivre ces réseaux parce que la couverture qui a été dévoilée est très, très jolie. Oui, mais Nicolas Jamonneau, forcément. Hein. Ouais. Voilà. Lou ? Du coup, moi, je vais parler de la librairie. Donc, forcément, la librairie et du coup, la librairie Jeune Pause, c'est une librairie en ligne, indépendante et dédiée à l'auto-édition qui permet de mettre en lumière des auteurs qui publient des livres qui ont été travaillés, justement parce qu'en auto-édition, on peut trouver un peu de tout, mais il y a énormément d'auteurs qui méritent d'être connus et énormément de livres qui sont super beaux, super bien, voilà. En plus, du coup, le livre d'Audrey est en précommande. C'est Je fais une ça. double pub. Oui, Donc, actuellement en précommande. Je vous ai mis le voilà, lien c'est dans les ça. commentaires. Et si vous voulez, du coup... Oui, je suis d'accord, il est génial. Et du coup, si vous voulez votre livre dédicacé, n'hésitez pas. Mais voilà, donc en fait, la librairie, c'est
Je dis souvent que c'est une librairie hybride parce que le but, c'est de mettre en avant des auteurs et de les accompagner pour des projets qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient en maison d'édition. Mais voilà, comme ils ont choisi la liberté d'auto-édition, j'aimerais bien aussi leur apporter mon aide et notamment, grâce à la campagne Ulule, on va pouvoir faire des salons littéraires ensemble. Donc, je trouve ça super chouette et j'ai trop hâte. Donc, voilà, l'idée, c'est de découvrir des auteurs indépendants, des auteurs auto-édités et plein de pépites. Voilà. Super, bah, de beaux projets pour toutes les deux. Je vous souhaite, du coup, on va se quitter là parce qu'il est 15h14, donc je pense que meubler pendant 1 minute, ça va pas servir à grand-chose. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour cette conférence parce que c'était super intéressant. On a abordé plein de points, plein de questions sur le sujet de la bêta lecture. J'espère que ça aura éclairé certains spectateurs. Oui, Luc, Lou, victime de son succès, on ne peut plus entrer comme jeune fausse. Effectivement, les soumissions sont fermées pour le moment, parce qu'il faut savoir que Lou, elle relit tous les romans qui sont proposés sur la librairie pour être sûre que ces romans aient été retravaillés au niveau du texte, corrigés, voilà, que ce soit vraiment des textes de qualité qui vous parviennent. Et donc actuellement, oui, elle est un peu sous l'eau, mais on y travaille. Oui, On y je travaille. reçois beaucoup d'aide pour pouvoir rouvrir les soumissions avant le début de l'été, si tout va bien. Voilà, donc restez dans les parages. Donc bah, voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette conférence et puis je vous souhaite un bon week-end, hein, bonne suite de week-end et Sous le bah, soleil en plus. sous le soleil. Donc je vous laisse dire au revoir au chat. Merci à Et toi puis, de nous avoir invités. de rien. Donc voilà, donc je vais vous enlever du live maintenant. Donc Au au revoir revoir. les filles. Bonne suite pour la conférence. Merci. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir été là pour cette conférence. Il est 15h16, donc moi je vais, alors je coupe pas le live, le flux reste actif. Vous pouvez rester sur la vidéo, vous pouvez poser vos questions si vous voulez. Je réponds en commentaire pendant un quart d'heure, mais je vais enlever la vidéo et le micro pour pouvoir continuer à faire des partages et préparer la conférence suivante. Donc je vous retrouve à 15h30 pour la conférence sur les corrections. Donc on accueillera Elsa Bodo, qui est la correctrice de Gemae, qui est traductrice et correctrice littéraire, et Ingrid Lombard, qui est aussi traductrice et correctrice littéraire et partenaire de la librairie Jeune Pousse. Donc on va discuter de la correction pendant 1 heure, répondre à vos questions et puis voilà, débattre autour de certains sujets et notamment répondre à la question qui a été posée sur la conférence précédente. Donc je vous donne rendez-vous d'ici un quart d'heure. Allez chercher un thé, allez chercher de quoi manger et je vous fais de gros bisous et à tout de suite.